On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, je vous propose un grand écart entre haute gastronomie et haute montagne. Notre invité a l'habitude de jongler avec les textures, les températures et les saveurs. Mais depuis quelques années, il s'est pris de passion pour une autre alchimie, celle du coup de pédale parfait, du braquet bien calé et des sorties à vélo interminables. Chef pâtissier chez la maison La Durée, qui est parmi les plus emblématiques de la pâtisserie française, il a aussi décroché en 2011 le titre suprême, champion du monde de pâtisserie. Et s'il maîtrise le travail du sucre comme personne, il connaît aussi le goût de l'effort, la précision du geste et cette forme d'exigence qui rapproche parfois l'atelier du laboratoire de performance. En ce début juin, il a relevé un défi que peu de cyclistes amateurs osent affronter, enchaîner la montée de l'Alpe d'Huez et du col de la Croix de Fer dans la même journée. 100 km, 3000 mètres de dénivelé positif dans le décor sublime du territoire de l'Oisans. Aujourd'hui, on parle équilibre, endurance, gourmandise des kilomètres et passion vélo. J'accueille Julien Alvarez. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Salut Julien. Salut Mika. Ça va ? Ouais, impeccable. Est-ce que ce petit séjour en Oisans est positif ? Ah, plus que positif. On a eu beaucoup de chance avec le temps. Et puis, comme tu l'as résumé, effectivement, moi j'ai vécu une expérience extraordinaire parce c'était la première fois que je montais des grands cols alpestres et autant de dénivelé dans une seule journée. Je suis un peu mâché, mais non, on en a pris plein les yeux. On a pris aussi le temps de rouler ensemble. C'est une journée mémorable. On va revenir sur tout ça un petit peu plus tard. On va déjà présenter à nos auditeurs Julien Alvarez. Alors, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, il y en a aussi qui ne te connaissent pas. Celles à ceux à qui ça parlera, c'est notamment la maison La Durée, ces fameux macarons qui sont hyper connus dans le monde. Julien Alvarez, tout débute par un champion du monde de pâtisserie en 2011, c'est ça ? Alors, tout débute, oui et non. Après, ça a été un vrai accélérateur de carrière, entre guillemets. Si je dois me résumer assez rapidement, je suis franco-espagnol. Mon père est espagnol, mère française, originaire du Périgord. Donc, région... la France a une gastronomie très développée, mais le Périgord, notamment, est un très beau terroir. Enfin, un très beau terroir. Mon père était cuisinier. Mon père était passionné de vélo. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans ce bouillon-là, on va dire. J'étais plus quand même attiré par effectivement le fait de vivre à Bergerac en campagne. J'étais plus attiré par l'extérieur que par les cuisines entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance aujourd'hui, c'est vrai que 41 ans passés, je me retrouve avec ces marqueurs forts que sont la gastronomie, qui est mon métier, ma passion aussi, et le sport et un peu plus le vélo qui font partie de mon équilibre de vie. Qu'est-ce que ça représente pour que les gens se rendent compte ? Enfin, un titre de champion du monde en vélo, c'est un truc énorme. Qu'est-ce que ça représente un titre de champion du monde en pâtisserie au niveau professionnel ? Et bon, je suppose qu'humainement, c'est une grande satisfaction, mais professionnellement, ça apporte quoi ? Ça apporte une notoriété. C'est vrai que, bien évidemment, avant d'arriver au championnat du monde, il y a tout un... Enfin, en tout cas, me concernant, il y en a qui ont plus ou moins d'expérience dans les concours avant, mais moi j'en avais fait quand même pas mal des départementaux, régionaux, nationaux. En fait, tu y vas étape par étape. Moi, les concours, j'ai commencé ça très très tôt dans mon apprentissage, dès le début, parce que justement, avant de commencer la pâtisserie, je faisais quand même pas mal de sport et notamment de vélo. À partir du moment où j'ai commencé le métier je me suis lancé dans la pâtisserie. J'ai arrêté le sport, on va dire, de manière assidue, en club ou autre, ou même le vélo, je l'ai mis de côté. Je me suis mis à fond dans le métier, dans la pâtisserie, entre guillemets, pour globalement savoir rapidement si c'était vraiment une bonne voie pour moi. Je voulais pas perdre de temps, donc je me suis investi. J'ai fait tout de suite des très très grosses amplitudes horaires dès mon apprentissage pour savoir si j'étais fait pour ça et si globalement je pouvais faire quelque chose de
enfin de grand, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas je me voyais pas comme juste étant pâtissier, ouvrier dans une boutique, je ne sais où, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis ça, mais je voulais vraiment vivre mon métier pleinement, être un chef reconnu, pouvoir voyager, pouvoir voilà tout ça. Et donc en fait quand j'ai découvert qu'il y avait des concours en pâtisserie, rapidement je retrouvais un petit peu ce goût du challenge que l'on peut avoir sportivement. Et à côté de ça, ça me permettait aussi de sortir de ma campagne, que j'adorais et que j'adore. Mais c'est vrai que les concours te poussent à aller... les concours sont à Paris, sont à Bordeaux, ou voire à l'international. Et du coup, tu croises d'autres personnes, bien évidemment. Ça crée des relations, des jeunes de mon âge à qui tu te confrontes, avec qui tu crées des liens aussi. Et tout de suite, ça, j'y ai pris très rapidement goût. Bien que le plus important, c'est le travail au quotidien que l'on fait pour nos clients, hein, que l'on soit apprenti ou aujourd'hui en tant que chef exé. Mais globalement, ce côté concours, tout de suite, je me suis dit, ça va me permettre d'évoluer plus vite, plus rapidement et peut-être aussi pallier à une certaine lassitude que l'on peut avoir quand on a une activité de boutique classique. Voilà. Qu'est-ce que, dans ton parcours professionnel, il y a eu notamment 2 grands noms, enfin maintenant il y en a un, mais le Bristol notamment, auquel tu es passé, tu étais chef pâtissier du Bristol pendant combien d'années? Alors maintenant ça va faire 4 ans que je suis chez La Durée, Maison La Durée, et j'ai passé à peu près 4 années aussi au sein du Bristol. J'ai eu la chance d'avoir différentes expériences dans vraiment des très belles maisons et qui m'ont permis d'avoir un parcours un peu complémentaire. Le métier de pâtissier, quand tu l'apprends, globalement, ce que je dis très souvent, c'est que on fait le même métier, mais on le pratique de manière différente, que ce soit en boutique, que ce soit en hôtellerie, que ce soit dans un restaurant. Les bases du métier, à quelque chose près, ce sont les mêmes. Après, c'est la manière dont on va pouvoir s'exprimer, dont on peut s'exprimer, qui sont différentes. Et voilà, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver toujours du plaisir dans la manière dont on peut s'exprimer. Le Bristol, c'était plus, effectivement, le côté... il y avait déjà Épicure qui était le restaurant 3 macarons Michelin qui était vraiment le fleuron de l'hôtel. Donc là on était vraiment la priorité absolue de l'hôtel, même si tout était vraiment très important, mais la priorité absolue ça restait le 3 macarons Michelin parce qu'il y a bien évidemment cette pression des étoiles à conserver et l'expérience qui doit rester inoubliable pour chaque client. Et c'est vrai que ça te permettait en fait de t'exprimer d'une certaine manière. Moi aujourd'hui, effectivement, au sein de la Maison La Durée, au niveau de la restauration, on a toujours les salons de thé sur lesquels on travaille sur une carte de dessert, notamment au bar à dessert sur les Champs-Élysées et autres, mais ça va être quelque chose qui va être un peu plus simple, on va dire, dans l'expérience. Mais voilà, après à côté de ça, moi je me concentre sur tout le travail des gâteaux de boutique. Le macaron, bien évidemment, qui fait partie, qui est le fleuron de la maison et qui a fait la renommée de la maison et qui fait la renommée de la maison à travers le monde. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu la chance, après c'est des choix aussi, hein, on les fait, on prend le temps et on se dit... quand j'ai eu l'opportunité de Bristol, je me suis dit voilà, j'avais un certain âge, on avait notre première fille Ava qui était en chemin, donc c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec ma femme en me disant voilà, ça va pas être évident parce que c'est un rythme de vie, la restauration avec la coupure, tous les services du soir, et Épicure était ouvert 7/7, donc il y a même sur les jours off, tu restes connecté parce que tu sais que tel ou tel client doit venir et qu'il faut effectivement ne pas avoir de loupé, donc il faut faire tout le temps le suivi et autres. C'était une pression différente, mais ça, voilà, c'est des choix et je me suis dit si je peux pas le laisser passer, même avec mon âge certain. Et quand l'occasion de la Maison La Durée s'est proposée, La Durée a toujours été une maison qui m'a fait rêver en tant que jeune pâtissier. Je me souviens quand les premières fois où je suis monté à Paris depuis mon Périgord natal, arrivé sur les Champs-Élysées, voir le salon de thé. Hésiter à accéder au salon de thé parce que tu te dis est-ce que j'ai le droit, parce qu'à côté de ça tu as des boutiques de luxe et puis les palaces et autres, et tu te dis mais en fait est-ce que moi Julien Varèse jeune campagnard pâtissier, est-ce que je peux rentrer m'acheter une petite religieuse, et puis j'y accède et puis je vois effectivement toute cette l'écrin que représente le salon de thé des Champs-Élysées.
Donc voilà, j'ai toujours eu gardé cet émerveillement, cet affect pour la maison. Et puis après, malgré mes parcours en parallèle, j'ai toujours suivi l'actualité. Et quand les portes se sont ouvertes pour moi, je me suis dit, voilà, je commençais à avoir un parcours assez complet. Et par contre, je n'ai jamais officié dans une maison pâtissière avec un rayonnement international et avec un fonctionnement, comme on l'a déjà évoqué en off, ensemble, avec voilà, tous les services en interne. Et ce qui fait que c'est une grande maison, dans tous les sens du terme. Et je me suis dit, voilà, là, j'arrive à un certain âge, une certaine maturité professionnelle qui, je pense, pourrait me permettre de, bien évidemment, d'apporter quelque chose à la maison, hein, parce que je pense que c'est en ça qu'on s'épanouit. Et aussi, voilà, faire une synthèse de tout ce que j'ai fait à travers les années et de pouvoir un peu globalement poser mes bases et me dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que je peux apporter à la maison et de quoi est fait l'avenir de la maison, le mien, voilà tout ça. Chef exécutif, ça consiste en quoi? Est-ce que tu décides absolument de tout ce qui sort de la maison, la durée en termes de goût, de création, de conception? Non, absolument pas. Absolument pas, dans le sens où, et je suis très à l'aise de le dire de cette manière-là, dans le sens où ça se fait de manière très saine et j'ai le plaisir de travailler avec enfin de faire partie d'un comité de direction et d'avoir un comité création, dégustation avec des gens avec qui j'ai plaisir à travailler et à échanger, même si on est d'univers complètement différents, hein, que ce soit du marketing, de l'image, voilà, chacun de la production pure. Mais en soi, globalement, si je dois te caricaturer un peu schématiser, on a un comité création qui se déroule une fois par mois, sur lequel en fait je vais répondre à des demandes par rapport au marketing ou autre, et auquel moi évidemment je peux être source de proposition par rapport à des sources d'inspiration ou autre. C'est une dégustation, voilà, c'est formel, informel, mais on échange. On est à peu près 8-10 personnes autour de la table. Et donc c'est une décision qui est collégiale et moi ça me va très très bien parce que ça me motive pour répondre à des demandes, ça me motive aussi pour proposer des choses et dans la prise de décision en soi, parce que la durée est une maison historique qui a un cadre et une image bien définie et c'est vrai que des fois je vais travailler sur certains projets, je vais me dire je suis pas tout à fait dans le cadre, ou je suis hors cadre, ou ça correspond pas à l'image de la maison, et en fait je me rends compte que d'avoir cette réflexion, dégustation, le visuel collective, ça permet globalement de prendre du recul aussi et d'avoir une réflexion à plusieurs plus pertinente. Donc non, c'est pas. Je travaille, je suis sur des projets qui me sont soumis, je suis source de propositions, mais globalement, les décisions, elles ne se font pas de manière. Enfin, c'est pas moi qui décide. Tu as une garde rapprochée en termes de fonctionnement. Et avec le personnel, ça représente combien de personnes? Alors à Paris, parce qu'il y a des entreprises dans tout le monde. Oui, complètement. Alors moi, mon équipe, vraiment mon noyau dur, il est de 3-4 personnes. Donc ça, c'est vraiment les personnes avec qui je communique toute la journée, tout le temps. Après, on a l'équipe de pâtisserie parisienne, du labo parisien, donc qui est à peu près d'une 50aine de personnes, que je côtoie tous les jours, hein, donc j'échange avec eux, mais globalement, si notre travail est bien fait en amont, c'est-à-dire les 3, 4, 5 personnes, la cellule R&D, c'est-à-dire on va être sur la mise au point des recettes, sur la mise au point des fiches recettes, tous les supports de communication, les visuels, potentiellement des vidéos. Si notre travail en amont est bien fait, logiquement derrière au niveau de la production, il n'y a pas de, même s'il y a des tests de production quand on lance vraiment les gâteaux, parce que nous quand on fait nos tests, on fait 10 petits gâteaux, 10 tartelettes, 10 macarons. Voilà, tout de suite quand on rentre sur des séries, des batchs de production, les recettes ne réagissent pas toujours de la même manière. Donc c'est là où on est très vigilant et on reste connecté à 150%, parce que ce que je dis souvent avec les équipes, enfin en tout cas avec mon noyau dur, c'est que globalement c'est bien de faire un truc qui vaut 18 sur 20, mais si après quand ça passe en production et que ça passe en grande série, en fait on perd énormément de la valeur. Je préfère un 16 ou un 14, mais tous les jours, et garantir une qualité de pâtisserie, de service au quotidien que de faire un éclat et puis le lendemain un gros flop. Parce que effectivement, que ce soit sur, je ne sais pas, un pochage, une texture qui est très délicate à respecter, en fait il faut s'assurer que qui que ce soit qui soit à la manœuvre, globalement le résultat soit
soit garantie. Et puis aussi, on a la mécanisation aussi, parce que nous, effectivement, à R&D, on va travailler vraiment un peu comme à la maison. On a vraiment des petites quantités, petits batteurs, petite induction, donc même dans les cuissons. Et après, dès qu'on rentre sur des quantités un peu plus importantes, on va céder de cuiseurs qui vont cuire à notre place, qui font 50 kilos de cuisson, le pochage, le dressage, on va avoir et tout ça, bien évidemment, la machine, elle a aussi beaucoup d'avantages, mais elle a aussi certains inconvénients et il faut ajuster. L'équipe de production, on est à peu près sur une 50aine de personnes à Paris. Il faut savoir que la durée France, c'est à peu près 500 personnes avec le personnel. On a notre flagship sur les Champs-Élysées, on a au bas mot, on a 20 points de vente autour de Paris avec les aéroports et autres. Et après, d'un point de vue chef, ce qui est très important pour moi, c'est aussi la communauté de chefs à l'international. Je t'en ai parlé justement ce matin. On fait une convention tous les ans avec tous nos chefs qui sont basés à l'international, que ce soit Dubaï, Tokyo, New York. Donc, suivant les ouvertures, les fermetures, les déploiements, ça aussi entre 15. On a fait des conventions avec 18 chefs. Voilà, ça dépend des périodes. Et hormis cette convention à l'année où on se retrouve, c'est un contact au quotidien. Donc avec Clément, qui est mon chef international, qui lui est basé à Paris, mais qui globalement passe quasiment très souvent 2 à 3 semaines par mois à l'étranger, que ce soit pour des ouvertures, que ce soit pour des événements presse, que ce soit pour des audits, parce qu'on accompagne les chefs aussi, il faut aussi qu'on les contrôle, parce que quand on est sur le territoire, c'est pas forcément évident de suivre tous les critères, d'avoir après on a un suivi sur au quotidien en fait, c'est la partie délicate de notre métier, c'est que tous les jours on réalise des gâteaux frais, donc tous les jours on repart pas de zéro, mais faut toujours que globalement on se remet en péril en fait sur la garantie de qualité, parce que chaque gâteau est réalisé au quotidien. Donc voilà, sur le sourcing, quand il y a une ouverture, globalement on essaie d'utiliser au maximum les produits locaux, mais en garantissant la qualité. Donc il faut faire tester toutes les crèmes, tous les beurres, toutes les pâtes de fruits secs, les chocolats en général, ça c'est importé. Mais voilà, tout ce suivi-là prend beaucoup de travail, enfin beaucoup de temps. C'est des choses qui sont très chronophages, mais qui permettent globalement que tu dégustes un gâteau à Paris et que tu le dégustes à Jakarta ou à Tokyo, globalement. Bien évidemment, il y a une variable mais il faut qu'on s'y retrouve. Voilà, il faut que la maison, l'expérience soit au plus proche de celle de Paris, en fait. Pour terminer sur cette partie pâtisserie, ton monde professionnel, l'humanisation et la relation avec ta garde rapprochée est très importante. Moi, j'ai eu la chance de te voir collaborer avec ta seconde, qui s'appelle Maki, championne de France de panettone l'année dernière, je crois. Ouais, elle a gagné les championnes de France l'année dernière et finaliste à Milan pour oui. Et cette relation, cette collaboration avec ton équipe rapprochée, elle est super importante, c'est-à-dire se comprendre rapidement, pouvoir échanger très très vite. Elle est très importante effectivement dans notre efficacité au travail. Ça, je vais te le dire d'un point de vue purement entrepreneurial et attente de résultats et autres. Donc c'est vrai que quand on a l'habitude, on a travaillé avec un certain nombre de personnes depuis un certain nombre de temps et que globalement les personnes savent exactement. Alors je ne demande pas à tout le monde de réfléchir comme moi, mais en tout cas les gens comprennent comment tu fonctionnes. Globalement, ils sont dans ta tête en fait, et en grande partie ils vont répondre à tes attentes avant même et ce qui te fait gagner un temps fou pour après potentiellement avoir un autre raisonnement, pousser le curseur un peu plus loin. Et globalement je pense que tu as été témoin et on a échangé. Moi je suis hyper à l'écoute de qui que ce soit de l'équipe, à partir du moment où c'est une relation qui est saine et voilà, que la personne reste bienveillante et autres, mais globalement en fait ça permet et ça me permet à moi de me remettre en question. Moi, je te parlais des dégustations, en fait globalement les dégustations, à chaque fois qu'on fait des dégustations, je demande à tout le monde de s'exprimer avant que moi je m'exprime, pour qu'ils ne soient pas influencés et qu'ils ne se disent pas en fait le chef a dit ça donc on va lui faire plaisir, et de toute façon c'est le chef, il a raison. C'est pas le sujet. Moi je veux les laisser penser librement et qu'ils aient pas peur de dire des bêtises et qu'ils sentent que globalement leur avis peut être valorisé à certains moments, que tu sois commis, que tu sois comme Maki, quelqu'un qui depuis des années me suit au quotidien. Donc ça c'est sur un point de vue purement résultat. Et après globalement
Mika, moi, mon métier, c'est un métier de passion. Je l'ai dit, malgré les années qui ont passé, malgré que ça reste mon métier, mais ce métier-là, moi, je l'ai choisi aussi parce que quand j'ai commencé le métier et encore aujourd'hui, malgré les sollicitations et j'arrive à en oublier l'heure, si tu veux. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on fait que des gâteaux. Donc bien évidemment, il y a des enjeux économiques, bien évidemment, il y a des enjeux de temps, de résultats, de tout ça, mais globalement, mon métier, c'est vraiment un métier de passion. Et on ne fait que des gâteaux, et globalement, on essaie de le faire de la manière la plus... et ce que je dis souvent aux équipes, je dis, n'oubliez pas que c'est le client le plus important, parce que on a des problématiques dans la gestion d'une entreprise au quotidien, il y a beaucoup pas de parasites, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et en fait, voilà, notre but au quotidien, c'est de se dire, presque comme le dimanche, comme tu vas faire un gâteau pour ta famille, tu te lèves, tu fais des gâteaux, la personne s'assoit ou pas, elle déguste et elle est juste heureuse. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur de mon métier depuis le début. Donc quand on partage cette passion-là avec des gens comme Maki, par exemple, qui globalement... en oublie l'heure, te parle de produits, te parle de producteurs, te parle de ce qui... En fait, avec Maki, c'est sans cesse. Je suis allé manger là, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous avez vu? En fait, c'est un échange quotidien, on se nourrit mutuellement et en fait, on partage cette passion-là. Comme on parle de vélo ensemble, Mika, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu m'enlèves ça, mon métier, il a plus beaucoup de sens, en fait. Si ce n'est de faire bouillir la marmite, en fait. Et c'est hyper important, bien évidemment. J'ai 2 enfants, j'ai une famille, j'ai tout ça. Je suis pas. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un métier de passion. J'ai des journées qui sont plus compliquées que d'autres et qui sont plus passionnantes que d'autres. Mais mon métier, je me bats et je n'oublie pas que c'est un métier de passion. Alors, transition hyper trouvée. On passe maintenant à la partie vélo, qui est une de tes grosses passions, actuellement en tout cas. Moi, je t'ai vu, alors tu es ambassadeur de la marque Specialized, on s'est connus chez Specialized, je t'avais remis ton vélo à l'époque, on avait fait quelque chose de bien, et je t'ai toujours vu avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire que tu fais de la pâtisserie, tu côtoies les grandes sphères, toutes ces choses-là, mais je t'ai toujours vu avec des yeux d'enfant devant un vélo, c'est-à-dire que tu aimes le beau matériel, je l'ai vu encore hier lorsqu'on a roulé justement ici en Oisans, tu prends soin de ton matériel, tes chaussures, tu fais attention à pas trop marcher avec pour pas abîmer tes cales, toutes ces choses-là. C'est quelque chose aussi qui te dresse les poils sur les bras? Oui, ouais, j'ai toujours été, alors maniaque, je pense pas que ce soit le terme, mais précautionneux. Je suis toujours. Le vélo, il y a effectivement, il y a différents aspects dans la passion du vélo, mais c'est vrai que le matériel, on a quand même une machine avec laquelle on a une relation. Tu as parlé de la marque Specialized. Le matériel est exceptionnel, tu ne peux que apprécier ça. Et moi, le fait que je pense que je le valorise d'autant plus qu'il est né d'une relation avec la maison, avec les différentes personnes de la maison que j'ai pu rencontrer, qui est affectif aussi. J'y prends autant soin parce que pour moi l'objet je le respecte énormément, je l'admire, mais aussi parce que en fait il représente un bout de la relation que nous avons et en fait c'est tout bête, mais c'est aussi ça. Hier on va parler du cuissard parce que j'ai fait une petite sortie de route. Le cuissard, le matin tu m'offres un cuissard, je le mets. C'est un cuissard Asos. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, si vous pouvez écouter le podcast avec Karl Zoltnelk, et Karl avait tenu à te faire essayer les vêtements Asos justement que tu as porté, justement, donc, exceptionnel pour le coup. Et du coup, il m'a pas fallu longtemps pour effectivement témoigner que c'était un confort exceptionnel. Mais bon, première belle descente. T'étais derrière moi, j'ai fait une petite sortie de route, j'ai déchiré le cuissard et j'étais furax parce que effectivement le cuissard était top et que je l'ai cramé, et deuxièmement parce qu'effectivement tu venais de me l'offrir et que globalement ça représentait. Donc il y a un peu ça, il y a le plaisir du beau matériel et il y a aussi cette relation en fait qui fait que c'est. Et c'est pas forcément parce que c'est offert dans le sens où c'est offert, c'est la relation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un truc tout bête dans ma caisse à outils, dans mon matériel, j'ai un briquet que Franck Michel m'avait offert en 2000. Alors il est vide depuis 2009, mais il a dû me l'offrir en 2008-2007, à l'époque où j'étais tout jeune et que je les aidais pour la Coupe du Monde que eux présentaient. Donc moi j'étais vraiment aide pâtissier, je faisais que nettoyer, peser, je faisais tout le travail très important, mais petit travail derrière. Et Franck m'avait
donné un briquet, et ce briquet, en fait, il est vide, ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans qu'il est là parce que c'est le briquet que Franck m'avait donné, m'avait passé à ce moment-là, et que j'ai gardé. Alors, je vais pas piquer son briquet, parce que j'ai jamais fumé et tout ça, mais c'est des choses qui... c'est vrai que je suis pas très matériel... Enfin, je n'apporte pas beaucoup de... Enfin, j'ai la valeur travail. Donc, j'ai la valeur travail, argent, ce que ça t'a coûté en effort et ce que ça peut te permettre de vivre. Et je suis en pleine phase avec Ava qui a 7 ans où globalement, elle te dit, ouais, mais on achète, on rachète. Oui, non, mais Ava, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc ça, mes grands-parents étaient viticulteurs, je suis quelqu'un de la terre, donc tu as toujours cette valeur de... Même si on parle de carbone et autres, le carbone, il vient de quelque part. Donc, j'ai toujours ce respect, mais c'est vrai que très souvent... les objets où j'ai du mal à m'en défaire, où j'y apporte beaucoup d'importance, c'est parce que moi, ils sont reliés à une personne. Et je pense qu'à travers le matériel, j'ai un vélo que j'ai dans les années 2000, que je conserve parce que voilà, c'était le vélo que mon père m'avait offert, on est allé chercher, c'était un vélo d'équipe, et j'ai rencontré... Et en fait, je revois ces personnes-là. Alors que le vélo aujourd'hui, je n'y touche plus mais voilà, il y a toujours cette fille. Et ma femme, ça fait 10 fois qu'elle me dit ce vélo-là, qu'est-ce qu'on en fait, et moi je lui dis, oublie-le, il n'existe pas pour toi. Donc voilà, il y a ça. Il y a d'ailleurs dans ton garage 2 vélos. L'Aetos avec lequel tu roules là actuellement, qui est plus typé montagne, confort, longue distance, choses comme ça. Et puis, tu as eu la chance, via un ami commun qui s'appelle Léo Manville, d'acquérir un vélo de la Soudal, enfin à l'époque c'était la Quick-Step, qui est un Tarmac SL7, je crois, hein, c'est ça. Donc c'était l'aspect plaisir justement. Il a appartenu à l'équipe, c'était ça qui te plaisait. Oui, Léo m'a fait le grand cadeau de pouvoir accéder effectivement à un vélo de l'équipe, donc c'était le vélo de Louis Vervac, donc Tarmac SL7 comme tu l'as dit, vélo d'équipe qui était dans un état magnifique, et oui, j'ai deux machines, 2 objets, 2 vélos exceptionnels, l'un qui est effectivement le vélo d'équipe qui est plus exigeant, qui est vraiment un vélo de coureur professionnel et qui, globalement, quand tu es dans une belle journée, grande journée, et que tu veux batailler, tu sens que le vélo, il demande que ça. Après, c'est un vélo qui est plus exigeant, comme je l'ai dit. Donc, quand t'es pas bien, quand t'as pas roulé depuis longtemps, c'est vrai que, globalement, avec du recul, c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble, on en a discuté avec beaucoup de personnes de la maison Specialized, c'est-à-dire que c'est un vélo, globalement, si t'as pas un minimum de pratique et que t'as pas un minimum de watts, c'est pas un vélo aujourd'hui sur le SL7, sur le SL8, on en a reparlé, visiblement il y a c'est pas des progrès mais des évolutions qui ont permis que ce soit un vélo qui est moins exigeant. Après moi au quotidien, c'est vrai que je le regarde un peu comme ma Formule 1 que je peux me permettre avec laquelle je peux me permettre de me faire plaisir de temps en temps. Et après l'Aetos, c'est un vélo qui est vraiment beaucoup moins exigeant et globalement t'as pas envie, t'as pas envie. T'as vraiment envie de te balader, tu roules à 27, 28, 25, 30 km/h, le vélo, tu te mets en danseuse, il répond tout de suite, enfin, il est très agile, habile, il est léger, et tu veux te faire plaisir, et puis ça répond aussi. Donc voilà, il y a ces deux. Bon, d'autant plus aujourd'hui, hier, on l'a vu en montagne, là, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Je me suis même pas du tout amusé à prendre le tarmac, mais bon, voilà, tout le monde n'a pas les watts de Remco ou de Louis Vervac. Après, voilà, aujourd'hui, l'Aetos, c'est vrai que globalement, on en a parlé à plusieurs reprises. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas Specialized, Monde et France, mais c'est vrai que globalement, quand on voit le parc de vélos, je pense, en tout cas, moi, et je le conseille de mon expérience personnelle, ça fait rêver. C'est le vélo des pros, donc on se dit, j'ai envie d'avoir le vélo des pros, mais c'est vrai qu'après, suivant sa pratique et sa condition, et son niveau intrinsèque, je pense que l'Aetos est pour le coup le vélo qui devrait se vendre le plus, et parce que c'est un vélo qui est vraiment exceptionnel de facilité d'utilisation, de plaisir rapide, et quand bien même si t'es dans un grand jour, alors ça va un peu plus sur les parcours vallonnés, hein, mais en mettant par exemple une paire de rapides dessus, franchement c'est un vélo aussi qui a une très belle inertie. Donc non, c'est deux vélos exceptionnels. J'ai une chance inouïe de les avoir, de pouvoir rouler avec. Quand je prends l'Aetos, je dis au tarmac de pas me faire la tête. Quand je prends le tarmac, je dis, enfin bref. Non, mais c'est 2 vélos. Et encore une fois,
voilà, l'Aethos, il y a eu cette relation. Je suis venu à Valence, à l'atelier, on a fait le fit, j'ai rencontré les équipes, donc il y a ça qui s'est passé. Et puis après, ce que j'ai vécu grâce à Léo, de pouvoir aller à l'atelier de la Quick-Step, de rencontrer Nicolas, qui est le chef de mécanicien de l'équipe. On s'est rencontrés 1h30, parce que ça a été bref, mais bon, voilà, tu rentres dans l'atelier, tu vois le mur avec les vélos de chaque coureur, avec le nom des coureurs, les box, tout est. Et en fait, t'es dans le cœur du réacteur de l'équipe, et même si j'ai pas croisé de coureurs et autres, t'es immergé dedans, et effectivement, tu parles de. Moi, je retourne. Mon père, très jeune, m'a amené à des critériums, m'a amené sur des courses. Et en fait, j'ai beau avoir 41 ans, en fait, je me rends compte que je suis toujours aussi admiratif. Même si la plupart des coureurs, ça pourrait être mes enfants, maintenant. Ouais, c'est vrai que quand on voit des coureurs qui ont 20 ans ou autre, et toi tu dis j'en ai 41, mais je garde ce côté très passionné, et puis ce regard d'enfant sur le matériel, sur la tenue des coureurs, tout. Enfin, je trouve que c'est beau, un très beau vélo, un beau coureur, bien posé, bien équipé, enfin c'est vraiment très beau. Toi-même, tu roules beaucoup alors en vallée de Chevreuse, parce que c'est proche de Paris, c'est facilement accessible. Tu t'entraînes, ça représente quoi ton volume d'entraînement en gros annuellement? Ouais, c'est très aléatoire. Annuellement, je pourrais pas te dire les kilomètres parce que c'est pareil, je suis pas très assidu. Bon, j'ai un Strava, mais je sais même pas. Après, là, sur le début de l'année, ça a été très. Je l'ai mis un peu le vélo de côté parce que j'avais le plaisir et l'ambition de faire un joli marathon de Paris. Donc c'est vrai que le travail plus la vie de famille, j'avais vraiment privilégié. Je crois que avant le 13 avril, j'avais fait 2-3 sorties de vélo avec les copains, mais sinon dès que je privilégiais la course à pied. Après, globalement, ma semaine, elle va donc j'essaie de vraiment faire une sortie avec les copains, avec la Team Watt, donc avec qui j'ai le plaisir de rouler. On est une bande d'une quarantaine de personnes, avec il y a un groupe WhatsApp, il y a aucune obligation, mais voilà, on a un rendez-vous le samedi matin, le dimanche matin, qui veut, et puis voilà, on a la motivation d'aller boire le café en vallée de Chevreuse, comme je t'ai expliqué, donc ça permet d'avoir cette source de motivation pour, après la semaine, te faire violence, et après coup, être super content d'avoir fait quelques tours de manivelle et boire bien un bon café avec les copains, donc ça fait déjà une sortie de 3 heures, on va dire, 3, 4, ça peut être des fois un peu plus long, mais c'est rare. Et après, en semaine, ce que j'essaie, c'est effectivement d'aller à l'atelier, donc qui est à 25 km de Paris, 1 fois, 2 fois, avec les journées qui rallongent. Donc, je fais pas assez, par rapport à avoir. Mais voilà, ça me permet de quand même. C'est pour ça que la course à pied, c'est vraiment quelque chose que je fais. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le marathon, mais au quotidien, l'entraînement, ça n'a rien à voir. Là. Le plaisir que j'ai à rouler, le plaisir à courir. Mais la course à pied, il y a des moments où quand je vais courir, je me dis, bon, au moins, ça te permet de te bouger les fesses et de garder, même si c'est pas le même effort, ça te permet de garder du cardio et ça te permet de décrasser un peu. À défaut de pouvoir rouler. Alors, tu as découvert hier ces grands cols alpins. Alors, il y en a une multitude. Nous, on a eu la chance d'être ici en Oisans. Qu'est-ce que ça fait déjà quand tu rentres dans cette vallée d'Oisans et que tu vois ces sommets où il faut il faut même ouvrir la fenêtre des fois pour voir le sommet parce que les sommets sont tellement hauts. Est-ce que tu as eu cette impression? Alors, tu étais déjà venu au ski, toutes ces choses-là, tu connais très très bien, mais de te dire psychologiquement, ça y est, désormais, je vais monter ça à vélo, à faire des montées qui durent plus de 2 heures, du 25 km. Comment tu t'étais préparé psychologiquement? Préparé globalement, c'est ce qu'on se disait hier, j'ai pas d'objectif en soi, je sais pas si j'avais dû faire une carrière ou me dire il faut que je monte en tant de temps, je suis pas du tout dans cette optique là. Après, c'était vraiment très excité, très heureux de pouvoir partager ce moment là ensemble, de pouvoir avoir la chance de gravir ces cols qui font rêver et qui sont historiques et qui sont d'autant plus magnifiques. L'Alpe, on l'a gravi, c'est vrai que c'est l'Alpe, et je crois qu'en montant, on a dû au moins 15 fois se faire référence à des attaques, du Tour de France ou autre, en disant tiens, est-ce que c'est pas là que un tel a fait ça, parce que c'est un col qui est mythique, historique, avec tant de choses qui s'y sont passées que globalement, et puis il est magnifique, c'est très beau avec ses virages, ses lacets,
pente, sortie de virage où tu lèves les yeux et tu fais ah ok. Donc vraiment, et puis après la croix de fer où là j'ai eu vraiment un coup de cœur absolu parce que bon, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait quasiment effectivement comme tu l'as dit après le passage du barrage là c'est voilà toute la perspective et puis il y avait très peu de monde et en fait c'est tout simplement magnifique. T'as même si le vélo en soi, le sport, le vélo te ramène à des valeurs d'humilité, hein, parce que quand tu es dans une pente à 13%, voilà, bah, c'est dur. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la nature, l'immensité, les sommets font que globalement, voilà, il y a ce moment un peu de... on avait beau être côte à côte, en fait ça s'arrête de parler et puis tu regardes, tu te concentres sur ton effort et puis tu sens le vent sur ton visage et il y a ce ouais mais enfin je sais pas comment vraiment le résumer mais contemplatif t'as un peu l'introspection en fait parce qu'effectivement puis tu prends de la hauteur, tu vois la perspective, tu vois les sommets, tu vois tout ça amène beaucoup un petit moment de plénitude en fait. L'Alpe d'Huez, elle n'est pas longue en soi, elle fait que 13 km. La première partie du départ du pied jusqu'à ce qu'on appelle la garde, c'est une partie très très raide, on le voit souvent autour où les équipes se battent pour être premiers là-dessus. Comment tu as trouvé, parce que c'était ton premier contact avec ce grand col, comment tu as trouvé cette partie ? Comme tu l'as résumé, hein, très dur. Après, effectivement, on s'est pas enflammé. Puis encore une fois, on savait que la journée allait être très longue. Donc très vite, tu te mets sur un braquet assez souple, malgré les forts pourcentages. Et après, c'est voilà, pour moi qui ai pas l'habitude justement d'efforts aussi prolongés, le risque, c'était globalement, et heureusement que vous étiez là, en fait, pour donner un peu le là, c'était de partir un peu sur une cadence, malgré le pourcentage, plus élevée, comme dans des bosses en chevreuse ou autre, où tu as globalement 4 minutes d'effort, 5 minutes d'effort, parce que tu as des bosses qui font maximum 2 km. Donc là, bon, déjà, le dénivelé te calme très vite, et au-delà de ça, tu te dis, en fait, c'est que le début, et la journée va être longue, donc globalement... Il faut vraiment, alors je suis pas du tout je ne connais pas mes zones, je ne sais pas, mais en fait tu sais à peu près où tu te situes, tu vois le braquet que tu as, tu gardes une petite dent quand même, et voilà, essayer d'être très souple, mais tout de suite tu te dis sois raisonnable. Et après, par contre, effectivement, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est quand tu vois, tu as parlé du placement des équipes, quand tu connais l'Alpe d'Huez en course, alors bien évidemment, on parle du peloton professionnel, mais ouais, c'est vrai qu'il y a tellement tu vois, où effectivement il y a un gros travail des équipiers pour placer leur leader et que tu vois qu'ils arrivent dans la pente et que pendant 1 km ça roule à une vitesse et que toi tu es globalement à 12-13 km/h, voire 10 sur des portions à 13 et que eux ils sont limite au sprint et que tu te dis malgré si l'arrivée est ici, hein, parce que l'arrivée se fait souvent à l'Alpe. Ouais, tu te dis, ouais, c'est aussi le faire du vélo, ça te rappelle aussi que, même si tu le sais, hein, on n'est pas tous faits du même bois et que ce sont des grands champions et qu'on a beau parler de beaucoup de choses, j'entends souvent dire oui, mais c'est leur métier. Ouais, mais ça a beau être leur métier, je pense que moi, si tu me mets sur le vélo tous les jours de l'année, tu me fais masser, tu me fais manger que ce que j'ai besoin, tu me mets dans un encadrement de voilà, même au plus jeune âge. En fait, c'est des gens qui sont nés avec un cœur différent, avec des poumons différents et avec des capacités différentes. Et moi, je reste toujours aussi admiratif de ces champions. Les champions dont on entend parler et puis ceux qui font, on parle souvent des équipiers c'est exceptionnel. Quelle a été ta petite motivation au fil des virages ? Il y a ces fameux 21 virages qui sont tous marqués, identifiés. Il y a aussi des bornes kilométriques. Est-ce que ça, pour toi qui avait jamais roulé là-dessus, ça a été un marqueur ? Comment tu te voyais évoluer au fur et à mesure et la satisfaction venait comment ? Alors, comme tu l'as vu, je suis un peu à l'ancienne, hein, dans le sens où globalement sur mon compteur, sur le Garmin, j'avais même pas mis le tracé. Je me laissais vraiment. Alors, en l'occurrence, même quand je suis seul, je suis un peu comme ça, un peu à l'ancienne. Et là, d'autant plus d'être avec vous, je me suis vraiment laissé porter
par le vent, entre guillemets. Ouais, enfin, on va juste rappeler quand même que tu as la soquette légère. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu Julien en photo, tu es quand même affûté, tu fais du sport fréquemment. Ouais, non, de ce côté-là. Tu es quand même très léger dans un col, tu montes très très bien. Donc il y a cette notion d'entraînement, tu l'as. Là, il y a du plaisir à chaque kilomètre. Bien sûr. Non, je me pose, vivre l'instant présent. Que ce soit alors effectivement, être raisonnable quand même. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, de toute façon, toute la journée, tu te dis... moi, je n'avais jamais fait de ma vie 3000 de dénivelé, en fait. Donc, en fait, le matin, tu te dis, ok, j'ai tout préparé, je suis bien, je suis super content, mais on va rester calme. Hein. Donc, et puis, c'était vraiment de rester ensemble. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, Mika, il y a un moment donné où tu as été un peu moins bien, et du coup... non, je t'ai juste dit à un moment donné, pour être bien au niveau de ma cadence, il me manque une petite dent, mais en fait, je préfère rouler à 10 ensemble que d'être à 12 tout seul, en fait. Donc, non, franchement, je me suis pas... Je trouve globalement, et on a parlé d'un niveau un peu plus large, mais le fait qu'aujourd'hui tout soit informatisé, et ça peut t'enlever un peu ce côté lever les yeux et regarder vraiment autour de toi. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est une solution de facilité. Hein. Mais même quand je vais avec les copains de la Team Watts, où ils se partagent les traces sur le groupe WhatsApp et que tout le monde les charge et tout, moi en fait, je charge jamais rien. Parce qu'en fait, je suis les copains, et en fait, je suis un peu... je suis pas... je connais pas mes zones, je fais pas de travail spécifique. Le jour où j'ai envie parce que j'ai passé une journée un peu compliquée, j'ai envie de me défouler et que je suis en zone 28 parce que j'ai besoin je le fais. Le jour où j'ai envie de rouler à 25 sur le petit plateau, je le fais. Et j'ai pas ce truc de le capteur de puissance. C'est vrai qu'à un moment donné, quand j'avais récupéré le vélo, notamment le tarmac, j'avais le DI2, top, et c'est vrai que les copains ils me disaient mais putain, t'as un capteur de puissance, mets-le. Tout. J'ai fini par le mettre, et c'est vrai qu'à certains moments, quand tu fais des efforts où t'es tout seul, et tu fais effectivement comme hier par exemple un effort assez prolongé qui est quand même assez régulier entre guillemets, ça te permet de te dire tiens, au final j'ai l'impression que même si je connais pas mes zones, j'ai l'impression que à tant de watts je suis pas trop mal, je me cale là, et du coup ça t'aide. Mais après moi aujourd'hui je me laisse aller en fait. On a parlé de la sensation de liberté, tout ça. Moi le vélo ça représente beaucoup ça au quotidien. Moi dans mon métier, c'est un métier de passion, mais j'ai aussi cette obligation de résultat. Et en fait, le vélo, c'est un métier de passion, mais le résultat, moi, je l'ai pas. La seule, pour moi, c'est ma bulle d'oxygène, c'est m'éclater, décompresser, et du coup, que j'ai monté l'Alpe en 1h10 ou en 40 minutes, ça changera pas ma vie, hein. Et moi, non, mais tu vois ce que je vais... 40 minutes, il faut passer un... Non, mais bien évidemment, mais c'est pour ça que je dis c'est tellement gros ce que je dis, parce que j'ai pas de référence. Hier, on parlait des records un peu de montée, d'ascension, mais je veux dire, moi, ma vie, elle se joue pas sur le vélo. C'est vraiment... Ça doit être du pur plaisir. Et quand je me fais mal sur un vélo, c'est vraiment parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, et ça me fait du bien. Mais et globalement, pareil, avec les copains, quand on bataille, parce que je suis le premier si à un moment donné je sens que je passe dans un truc où psychologiquement j'en ai plus envie, je lève le pied en fait. Je vais pas gagner. Au pire, je leur paye à tous un café parce que j'ai pas eu le panneau, mais c'est très bien comme ça. Cette Alpe d'Huez, avant de passer sur la Croix de Fer, est-ce que si tu devais conseiller à des Parisiens, ou même à 80% de la France est très plate, hein, de venir, est-ce que il y a de l'appréhension? Est-ce que c'est plutôt facile? Est-ce que comment tu pourrais nous résumer cette fameuse montée de l'Alpe d'Huez si tu devais en parler à quelqu'un qui vient de loin pour la découvrir? Je pense que facile, non. Après, je pense que suivant le matériel et suivant comment tu te prépares un petit peu, surtout le braquet. Je l'ai vu hier. Je pense qu'il y a des gens qui sont, et notamment j'ai vu pas mal de cyclotouristes ou autres qui montaient, ou même qui descendaient, qui étaient avec tout un pactage. Donc j'imagine qu'ils ont monté globalement l'école très doucement, parce qu'ils sont très lourds, mais en fait ils ont un braquet adapté. Donc en fait ça te permet, même si tu montes à 5-6 km/h, tu montes, tu tournes un peu. Voilà, je pense que ça, le braquet est hyper important. Après, pour que les gens comprennent, toi tu étais avec un groupe SRAM Force 48-35 et une cassette de 30 à l'arrière, hein. Si tu le dis.
Ouais. Non, mais là-dessus, je savais que ça allait aller, mais je n'avais pas vérifié. Mais globalement, effectivement, il faut avoir un braquet adapté montagne. Après, j'ai pas envie de dire qu'il faut une grande préparation et autres, mais il faut quand même rester réaliste sur la difficulté. Il faut être équipé, il faut pouvoir Alors hier, et encore aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Un très beau soleil, mais il peut faire vite très chaud quand il n'y a plus le vent. Donc l'alimentation, l'hydratation, être raisonnable dans l'effort. Donc il y a toute cette préparation. Après, globalement, encore une fois, que tu montes à 6 km/h ou que tu montes à 15 à l'heure, chacun y retrouve son bonheur. Donc je veux pas encourager qui que ce soit à se lancer dans l'Alpe d'Huez en disant voilà, c'est hyper facile, c'est une montée mythique, allez-y, vous allez vivre un moment exceptionnel. On en a vu certains hier qu'on a passé, ou même hier quand on est remonté en voiture, on a vu un monsieur qui était pas bien, parce que je pense qu'il était pas bien, je pense, alimentation, et puis même braqué, on a l'impression qu'il était pas comme il l'aurait dû. Voilà, ça peut être un moment horrible aussi si on n'est pas... Donc, mais en fait, il faut pas sous-estimer l'Alpe d'Huez, en fait. Donc, se préparer, c'est pas inaccessible, mais il faut le préparer, matériel, alimentation, et voilà. Ensuite vient un petit peu la descente. On est passé par Villars-Recula, que tu connais bien, parce que tu étais venu en vacances skier avec ta famille et des amis. Il y a le pas de la Confession qui est magnifique. On est avec la falaise abrupte, on voit tout Bourdoisan et les montagnes environnantes. Tu t'es mis à engager un petit peu. Alors, il y a cette peut-être adrénaline qui est montée. Tu as fait une petite sortie de virage. En as-tu, t'aurais pu finir à l'hôpital. Ça s'est très bien passé, c'est que du matériel. Est-ce que cette descente, parce que jusqu'à présent, tu n'avais pas connu ça, c'est grisant. Il y a un aspect plaisir, il y a un aspect, une adrénaline qui monte rapidement. Ouais, complètement. Bah, après, ça va avec, on va dire, l'immensité des Alpes. En fait, il y a ce côté, effectivement, c'est plus large, ça descend. Alors forcément, il y a des pourcentages qui sont effectivement plus raides rapidement, dans un sens comme dans l'autre. Donc, tu peux prendre de la vitesse plus rapidement que forcément en vallée de Chevreuse, où, allez, au maximum, tu vas avoir des descentes, des pentes à 8%, 6, 7. Donc, il y a ça. Après, il y a eu une erreur de ma part d'inattention, parce qu'on était sur une portion... alors, je vais revenir sur les portions, effectivement, entre l'Alpe, Villars, tout ça, parce que pour moi, c'est presque les routes que, globalement, elles sont tellement belles, parce que c'est des routes un peu... Je sais pas si on peut dire secondaires, mais qui croisent et qui, en fait, qui ont beaucoup moins de fréquentation. Et je trouve que c'est vraiment ces routes qui sont d'autant plus bucoliques. Enfin, l'Alpe d'Huez est mythique, c'est très beau, la chaussée, la largeur, tout ça. Mais quand tu fais ces ponts, ces passerelles là, je trouve que c'est, puis tu l'as dit, on surplombait la vallée, enfin voilà, le petit village de Villars-Recula qui est mimi, enfin qui est très beau, enfin moi pour le coup je deviendrais presque cyclotouriste, c'est-à-dire que je me verrais presque même tout seul ou avec des gens où on se dit on se pose à la terrasse du café, ouais, on reste 2 heures, enfin tu vois, t'oublies le temps complètement, parce que c'est, voilà, quand t'es dans l'Alpe d'Huez, t'as un peu plus quand même le truc un peu sportif de dire bon, allez, il faut aller en haut. Bon, les descentes, ouais, effectivement, il faut rester raisonnable. T'as vu, en fin de journée, on a descendu la Croix de Fer, c'était plus, voilà, j'ai repris un peu plus la confiance, et puis j'ai aussi fait attention, effectivement, dès que t'as pas la visibilité à 100% de la sortie de virage. J'ai fait une erreur de vitesse, j'ai pris une petite ornière, ce qui a fait que j'ai sauté un peu dans la courbe, et puis après je suis sorti de la courbe, hein, tout simplement. J'ai eu de la chance parce que les routes sont bien, très bien sécurisées, avec la rambarde que j'ai tapée, qui m'a retenu. Tu ramèneras même un petit peu des écharnes à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais, là, j'en ai encore une que j'arrive pas à sortir. Donc, non, mais oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de... Bon, tu l'as vu, hein, j'étais colère sur le moment. Mais après, avec du recul, hier soir, je me disais, la courbe juste avant et celle juste après, ça aurait pu être dramatique. Donc oui, il faut être vraiment... je dis ça, il faut être vraiment raisonnable. Après, oui, effectivement. Comme il faut être raisonnable dans la gestion de ses montées, avoir le bon braquet et autres, sur les descentes, il faut, voilà, s'il n'y a pas de visibilité, on est aussi sur des routes qui sont ouvertes, hein, donc il y a effectivement, on s'est regardé juste après ma chute, 1 minute après, il y a un camion assez imposant qui est arrivé dans la courbe, et en fait ça m'est arrivé, donc voilà.
On a passé une journée exceptionnelle, une petite péripétie, sans gravité, mais effectivement dans les descentes il y a moyen de se faire plaisir, mais globalement j'aurais presque envie, alors je vais pas te donner de mauvais conseils, mais en tout cas il faut avoir au moins fait la descente une première fois, la reconnaître, et potentiellement avoir toujours des gens, alors là il y avait Léo qui était devant moi, mais il était un peu trop devant moi, c'est-à-dire que j'essayais presque de revenir dans sa roue, mais voilà, il faut suivre. Ce qui est bien, c'est un mauvais conseil, mais en général, les voitures, ce qui est bien, c'est qu'on voit les freinages. Donc, quand on a une voiture à 50, 100 mètres, on voit sa manière de freiner, si la courbe va être très légère ou pas, et ça te permet d'adapter ta vitesse. Bon, hier, à un moment donné, je me suis un peu oublié. Juste avant, je venais de prendre le bidon, je l'ai remis. Ça faisait 3-4 km que les courbes, c'était presque des courbes droites. Et là, tout d'un coup, on a pris un virage à 90. Et bon, je suis allé dans le gazon. Donc voilà. Vient ensuite le col de la Croix de Fer, donc c'est un col que tu as découvert. Il se décompose en 3 parties. C'est 25 km d'ascension qui se décompose en 3 parties. Comment tu l'as... alors, on avait mangé à l'Alpe d'Huez. Comment tu as appréhendé cette partie-là? C'est-à-dire que, est-ce que quand tu es dans la forêt, tu peux imaginer, déjà, tu t'imaginais la haute montagne à vélo aussi différente? Non, mais non, et je sais pas forcément de me projeter. J'essaie de garder la surprise en soi. Et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de profiter de l'instant présent et de globalement me battre avec le dénivelé à l'instant présent, parce que c'est vrai que la Croix de Fer, pour le coup, sur la partie finale, est un peu plus régulière, roulante. Mais c'est vrai qu'il y a eu des portions, notamment après le barrage, et puis ce qui fait du bien, mais aussi ce qui fait mal, c'est que tu passes sur des portions qui sont où ça descend sur une très courte distance, et après hop, tu prends tu prends des pentes tout de suite après à 13-14, donc tout de suite tu butes sur le mur, alors que tu as repris un peu de vitesse juste avant. Donc, mais c'est vrai que c'est un très beau col. C'est un col qui est qui justement a plusieurs facettes, comme tu l'as dit. Il y a une partie boisée qui est très appréciable, parce que surtout quand on a commencé à monter, il faisait chaud, mais on était abrité. Il y avait un petit peu de vent. Donc, quand tu es dans le dur, ça te fait quand même du bien. Il y a pas mal de chutes d'eau, donc il y a pas mal de... Voilà, tu prends un peu de brume, en fait, de fraîcheur. Donc ça... Il y a même l'effet glaciaire, hein. Ouais, complètement. Je l'ai senti d'autant plus dans la descente hier, où à un moment donné, tu as l'impression que tu passes vraiment, tu perds 10 degrés, enfin vraiment sur une 50aine de mètres. Donc ça, c'est la diversité du paysage sur ce col est assez extraordinaire, et par ces changements de rythme, c'est un col qui est très beau, qui est très dur, et j'imagine même pas en course, parce que on parlait, enfin tu vois, tout de suite on se dit bon, l'Alpe t'es dans le dur, tac tac tac, mais le Croix de Fer tu redescends, t'as la descente qui est raide, piégeuse aussi, parce qu'il y a des courbes qui sont vraiment très c'est des épingles, hein. Non, c'est un très beau col, et oui, la partie boisée très appréciable. Effectivement, on a eu un peu coup de chaud quand on est passé sur alors je sais pas si on peut dire au versant opposé. Parce que là, on s'est retrouvé un peu plus abrité du vent pour le coup, et en plein soleil, sur une partie non boisée. Donc là, justement, je disais à Léo, je dis oula, j'ai un coup de massue, dans le sens où tu sentais vraiment une chape de chaleur. Mais donc là, pareil, hein, tu te dis bon, faut bien il reste encore 7, 8, 6, je sais plus exactement. Tu te dis, faut bien s'hydrater haute, parce que sinon tu vas prendre un gros coup de chaud. Et puis, non, mais assez étonnante comme montée. Je m'attendais pas à une montée avec une diversité de paysages et de ruptures de pente, descente, montée comme celle-là. Après le barrage, c'est là où, comme tu le disais, tu l'as dit en introduction, majestueux, on se sent tout petit. C'est beaucoup plus ouvert déjà, parce qu'on est déjà très haut. Il y a cette notion de paysage tranquille, et il y a ce vent, il y a ce soleil, il y a c'est un paysage un peu différent, où on prend vraiment plaisir à rouler, même malgré la fatigue. C'est une belle récompense là-haut. Ouais, alors déjà, tu vois le bout du tunnel, si je peux dire. Non, mais tu vois le bout de l'ascension, donc voilà. D'un coup, tu te dis, bon, voilà, on va basculer à ce moment-là. Donc, même si on faisait demi-tour, mais tu vois le bout, donc t'as cette motivation-là et cette satisfaction-là qui se précise. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, c'est beaucoup moins boisé, voire pas. C'est des grands alpages, et du coup, t'as vraiment d'autant plus cette sensation d'immensité. Hier, on a une journée, encore une fois, je me répète, mais exceptionnelle.
il faisait pas trop chaud sur le sommet avec ce petit vent juste un tout petit peu frais. Et effectivement, là, encore plus. Pas une grande affluence, donc ouais, tu profites du moment, tu finis ta montée tranquillement et puis tu essaies de prendre des photos dans ta tête, quoi. Te dire voilà, je suis là, c'est de profiter de cet instant parce que c'est un moment unique. Qu'est-ce qui te reste comme souvenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va rester justement comme photo de ce moment en Oisans, de ces ascensions à vélo? Ouais, c'est la beauté, c'est la nature, c'est cette sensation de liberté que tu as. Alors un peu moins quand t'es dans la pente, en montant, parce qu'effectivement là mais c'est vrai que c'est cette sensation de bien-être que tu ressens après l'effort, qui est commun à tout effort, mais d'autant plus quand tu es dans un paysage comme celui-ci, hein, au milieu de la nature. Mais quand on s'est arrêté à plusieurs reprises, c'est vrai que pour vraiment admirer le panorama, et notamment le panorama de l'autre côté du versant de la Croix de Fer, c'est exceptionnel. Ça donne notamment sur les aiguilles d'Arves pour ceux qui nous écoutent, c'est toute la vallée de la Maurienne, hein, notamment. Voilà. Non, mais oui, la montagne, moi déjà, intrinsèquement, malgré que je vive à Paris, c'est vrai que c'est un environnement qui te ramène à l'humilité et qui, moi, m'apaise énormément. Quand tu m'as parlé de ce projet-là, de venir rouler ici, déjà j'étais hyper enthousiaste, pour le sport, et puis effectivement pour le fait d'être immergé au milieu des alpages, quoi. Est-ce que ça peut te tenter, par exemple, dans l'avenir, de participer à une étape du Tour, qui en général est une des étapes du Tour de France que l'on fait, qui sont souvent montagneuses? Ça peut être un défi que tu peux avoir envie de relever dans l'avenir? Oui, après, encore une fois, il faudrait que ce soit... Oui, clairement, oui. Après, pas forcément pour faire un résultat, mais potentiellement plus pour... après, c'est tellement dur que rester groupé et tout pendant tout l'effort, c'est compliqué, mais plus pour le vivre entre bandes de copains, ou au moins avec une autre personne, et de se dire, voilà, on fait ça ensemble, et quoi qu'il se passe, mais prendre le départ pour me dire, voilà, je vais faire 3 centièmes 3 centièmes, ou je ne sais pas ce qui serait envisageable ou ambitieux, mais pas forcément, parce que je sais que ça demanderait beaucoup trop d'efforts et de préparation, et qu'en vivant en région parisienne, je ne vais pas aller monter d'école 2 fois par semaine. Donc voilà, mais oui, c'est un événement extraordinaire, ça c'est clair. Il y a un engouement, il y a tout ce qui se passe autour de la course, mais je le ferai vraiment dans un esprit de profiter bon enfant, et potentiellement essayer de le vivre avec un groupe, en tout cas un copain, ou voir un petit groupe, et de se dire voilà, on prend le départ ensemble, on essaie de vivre ça ensemble, même si je sais que par rapport au dénivelé, des différences de niveau peuvent se ressentir très rapidement, et que je crois que cette année, il y a plus de 4000 de dénivelé. Ouais, complètement. Et sur 130, donc c'est effectivement, à un moment donné, t'as beau vouloir faire ça en groupe, t'es seul contre toi-même et la pente. Donc, mais oui, l'étape du Tour, ça fait tous les ans, j'en parle, on discute avec des copains, et de se dire, il faudrait qu'on la fasse, parce qu'effectivement, non, ouais, et puis je pense qu'il doit y avoir un engouement autour d'eux, parce que c'est l'étape du Tour, qui doit être assez exceptionnel, comme on peut ressentir pour le marathon de Paris, où globalement tu as du monde sur le bord de la route, et puis c'est une fête, tu fais partie de la fête. Donc oui, clairement, je pense que si ça tombait bien en termes de date, et que je pourrais le préparer de manière raisonnable, parce que je le ferai pas non plus à l'arrache en me disant oui, je vais faire l'étape du Tour, et puis tu as fait 500 km dans l'année, et puis tu te lances. Non, mais oui, pourquoi pas, avec plaisir. Ouais. Julien, je vais te remercier de nous avoir rejoints ici en Oisans, d'avoir fait ce parcours. C'était très sympa d'être venu, en tout cas, et un vrai plaisir de partager le goût de pédale hier. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir organisé cela, et puis de m'avoir permis de découvrir, en tout cas à vélo, cette si belle région. Et puis merci à toi, merci à toutes les personnes qui ont permis cela. Et puis
Et puis ce n'est que partie remise. Bonne chance pour le retour à Paris cette nuit. Ouais, merci Mika. Merci à toi. Merci à tous. On va remercier un petit peu l'équipe. Déjà, on va remercier Léo Carminati, un jeune, voilà, c'est le fiston, nous avoir un petit peu motivé hier aussi. Il fallait un jeune pour tirer les un peu plus vieux et les très vieux comme moi. Voilà. Ouais, clairement. On va remercier Damien Chaillan, notre caméraman. Voilà, toutes les images que vous pourrez regarder ici sur le podcast en vidéo sur YouTube ou sur Spotify sont issues de Damien Chaillan qui était au pilote drone caméra, bien évidemment. Remercier le territoire Oisan qui nous a accueillis. Remercier Karl Zoltmelk pour Assos qui nous a fait essayer ces fameux textiles, c'était très sympa. Et puis vous le verrez dans la vidéo, on s'est installé, on a posé notre camp de base ici au Pop Alp. C'est un hôtel restaurant à l'Alpe d'Huez. On vous le recommande, super sympa, accueil vraiment très sympa. Ouais, top. Il y a des locaux vélos sécurisés, ça c'est génial quand on a en tant que cycliste, effectivement, comme tu l'as dit, on s'est senti tout de suite vraiment très bien accueillis. Le matériel est mis, on dort tranquille, nos vélos sont en sécurité et on est très bien accueillis, donc c'est tout ce qu'on demandait. Et c'est sur la route du Tour de France, justement, c'est pile à l'arrivée non officielle devant l'Office du tourisme. Voilà, on vous invite à venir, super petit déjeuner, ambiance très sympa, et c'est un peu décalé, ambiance pop, toutes ces choses-là. C'est un peu décalé pour la haute montagne, c'est très sympa, on recommande. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à vos plateformes de diffusion, bien évidemment, pour rester informé des dernières parutions. Je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvelo.com.